Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Peut-on obtenir des réussites exceptionnelles avec des moyens très ordinaires ? Une des théories les plus répandues en stratégie, que l'on appelle la théorie de la ressource, affirme que pour atteindre des résultats extraordinaires, il faut détenir des ressources uniques ou des compétences particulières. En résumé, le succès ne sourirait qu'à ceux qui savent se montrer exceptionnels grâce à des qualités hors normes. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Est-ce vrai ? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. La théorie de la ressource, c'est quelque chose qui est né dans les années 90 et qui dit en gros que pour avoir un avantage concurrentiel, pour avoir une excellente stratégie, il faut détenir des ressources ou des compétences qui doivent satisfaire un certain nombre de conditions et notamment il faut qu'elles soient créatrices de valeur, rares, inimitables et que l'organisation s'en serve véritablement. Et donc on arrive à des choses extrêmement précieuses, c'est les bijoux de la couronne, les quelques ressources sur lesquelles s'appuie vraiment votre succès stratégique. Je ne sais pas si vous regardez, Porsche, c'est leur capacité technique et leur image. Si vous regardez Ikea, c'est leur réseau de magasins et de sous-traitants. Si vous regardez Apple, c'est leur capacité en design et en marketing. Donc ça, c'est vraiment le cœur qui fait votre véritable succès et c'est unique. Le problème est le suivant, c'est que si ces ressources uniques, c'est des individus, par exemple, et que ces individus se rendent compte que c'est sur eux que repose le succès, ils vont monnayer en fait leur rareté et leur valeur. Et c'est ce qui se voit très clairement, par exemple, sur les clubs de football, où vous voyez que les joueurs ont compris ça, c'est tout à fait normal, et ils vont accaparer une part de plus en plus importante de la valeur créée. Il se passe exactement la même chose avec les stars de cinéma, qui ont compris que leur nom générique, ça attirait beaucoup de monde, et vous avez maintenant une part très significative du budget des films qui est accaparée en fait par les stars. On peut vraiment transposer ça au monde de l'entreprise, hein ? C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que s'il y a des ressources qui sont véritablement essentielles, qui peuvent être des individus, mais qui peuvent être également des technologies, qui peuvent être des actifs, qui peuvent être des emplacements, qui peuvent être ce que vous voulez, si elles sont effectivement extrêmement précieuses, leur prix va forcément augmenter. Et tout le monde essaiera de les acquérir. Et si tout le monde essaie de les acquérir, ça va faire une enchère vers le haut. Et donc ça, c'est problématique. C'est-à-dire que cette conviction que le succès ne peut reposer que sur des choses exceptionnelles va donner une énorme valeur à ces choses exceptionnelles et donc va finir par accaparer une grande part du profit qu'on peut créer grâce à elles. Oui, ou au point de finalement finir par dépasser la valeur réelle qu'elles produisent. Qu'elles produisent. Eh oui. Mais tout l'art du management, c'est d'ailleurs de réussir à faire des choses extraordinaires avec des individus ordinaires. Donc on dépasse cette idée-là d'ailleurs. Oui, avec des gens normaux. Franchement, faire des choses extraordinaires avec des ressources extraordinaires, c'est une tautologie, quoi. C'est pas très compliqué. Non, ce qui est vraiment un vrai talent de management, c'est de faire des choses extraordinaires avec des ressources assez ordinaires, en fait. Là, vous avez un vrai talent de management. Et il y a des entreprises qui sont capables de faire ça. Si vous regardez, par exemple, le cœur de la stratégie de McDonald's, c'est en fait des équipiers qui sont souvent des gens qui sont en CDI, qui sont là pour pas très longtemps, en CDD, qui sont là pour pas très longtemps, avec un contrat à temps partiel, souvent des étudiants qui essaient de payer leurs études. Enfin, c'est pas des ressources extrêmement valorisées en termes de restauration. C'est pas vraiment ce qu'on peut dire. Et pourtant, c'est un succès qui existe maintenant depuis très longtemps et qui ne donne pas de signe de faiblesse. On peut donner le même exemple évidemment pour Uber. Uber, en fait, sur quoi repose le succès de Uber ? C'est sur une multitude de gens qui ont essentiellement comme ressource le fait qu'ils ont le permis et une voiture. C'est une chose quand même d'une grande banalité. Mais le fait de mutualiser en fait ces ressources ordinaires, de mutualiser ces compétences qui ne sont pas du tout distinctives, ça va créer un vrai avantage concurrentiel. Et là, il est moins probable que cette ressource qui est extrêmement banale et donc en fait assez facilement substituable n'accapare une partie significative de la valeur. Ou soit convoitable. Oui. Donc à côté de la théorie des ressources uniques qu'il faut acquérir, protéger, préserver, il existerait donc, et il existe d'ailleurs, parce que c'est la majorité
côté des entreprises une autre voie qui s'appuie sur des ressources ordinaires, par nature moins coûteuses, moins convoitées et plus facilement accessibles en fait. Tout à fait, c'est ça l'idée. C'est de construire un succès, non pas sur cette recherche un petit peu idéalisée de la ressource parfaite et la compétence unique, mais de voir comment, en mutualisant des ressources ordinaires d'une manière qui justement sur le plan managérial est plus ingénieuse, on peut arriver à avoir un succès équivalent. Et c'est le cas de la plupart des entreprises, finalement. Ah oui, si on reprend Uber, par exemple, les taxis ont une vraie ressource déterminante et stratégique, qui est leur licence. Quand vous avez une licence de taxi, vous avez beaucoup d'avantages qui sont extrêmement intéressants sur le plan concurrentiel. Vous pouvez utiliser des voies de bus, vous avez des endroits spécifiques pour vous dans les gares et les aéroports, vous pouvez prendre des clients à la volée, vous payez moins cher l'essence, et même les voitures. Donc ça fait beaucoup d'avantages concurrentiels. Uber n'a strictement rien de tout ça. Mais la multiplication des chauffeurs qu'ils ont eu grâce justement à cette mutualisation de la compétence ordinaire fait que le prix de la licence de taxi, notamment aux États-Unis, s'est complètement effondré. Il faut savoir qu'il y a quelques années encore, le prix d'une licence de taxi à New York, ça coûtait à peu près 1,4 million de dollars. Ce qui veut dire qu'évidemment, c'était même plus des particuliers qui étaient taxis, c'était des entreprises qui achetaient une licence et qui faisaient tourner leur taxi, en fait, en 3/8 avec des chauffeurs salariés. Aujourd'hui, une licence de taxi à New York, ça vaut moins de 300 000 $. Parce que la valeur, en fait, de cette ressource unique a été complètement laminée par la mutualisation de ressources ordinaires, qui est celle simplement des gens qui ont une voiture. Donc on passe d'une logique de valeur élevée pour un coût élevé, tout à fait, comme les séances de taxi, à une logique de valeur faible et de coût faible, mais en très grand volume. Il y a quand même la question du volume qui est déterminante. Il y a une massification qui est toujours importante derrière ça. Et vous pourriez dire que le vrai talent, dans ce cas-là, la vraie ressource rare, c'est la capacité à gérer cette masse. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'un certain nombre d'exemples qu'on utilise pour parler de ça, en fait, ce sont des plateformes. Et ça a du sens. Parce que les plateformes, c'est ça ce qu'elles font. Ce qu'elles font, c'est qu'elles rassemblent en fait des masses importantes d'intervenants pour les mettre au service de clients. Et donc, vous pourriez dire que leur vraie ressource stratégique, c'est en fait leur support technologique qui leur permet de le faire. Mais il n'est pas si distinctif que ça. Parce qu'en fait, la capacité technique, purement technique, logicielle, je dirais, à gérer ça, maintenant, on sait très bien le faire, et vous pouvez le reconstruire. Maintenant, reconstruire le volume, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est bien sur le volume de ressources ordinaires que va reposer ce succès. Si vous regardez le succès à l'heure actuelle de plateformes en Europe, des plateformes chinoises, comme Shein ou Temu, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur le plan technologique, ça n'a rien de particulièrement ébouriffant. Mais en revanche, la massification de tout petits producteurs, et même pas que de producteurs, il faut savoir, je ne sais pas si vous savez ça, mais Shein utilisent des particuliers pour entreposer chez eux des stocks. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous avez un grenier ou une cave qui est vide, vous pouvez devenir stock de tampons, en fait, pour Shein. Et ça, c'est vraiment de la ressource ultra ordinaire. Ça consiste pas, comme Amazon, à construire de gigantesques entrepôts automatisés. Ça consiste à utiliser le grenier ou la cave de quelqu'un. Et ça, ça donne un avantage concurrentiel qui repose sur des ressources ordinaires et qui peut largement concurrencer, on le voit, des ressources uniques, très valorisables et très exceptionnelles, rares. Oui. Ouais. Donc, on voit ces deux logiques, mais laquelle est la plus intéressante, la plus pérenne ou la plus profitable selon vous ? Ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est que les plateformes se concurrencent très fortement les concurrents historiquement établis. Donc, a priori, c'est une solution qui, pour l'instant, est intéressante. Maintenant, je suis professeur de stratégie, je ne me permettrai jamais de faire de prédictions. Ça, je laisse ça aux voyants. Mais on peut quand même voir que c'est quelque chose qui a du sens par rapport à des entreprises verticalement intégrées qui s'appuient sur ces fameux bijoux de la couronne. Donc, ça a du sens, ça mérite d'être étudié. Dire que c'est la meilleure solution, ça dépend des industries, bien évidemment, et ça dépend de la conjoncture. Mais en tout cas, c'est une alternative intéressante. Merci beaucoup, Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.